Bismillah. Des pierrailles ocre jonchaient les bas-côtés de la route. La terre nue, striée de noir et de blanc, faisait songer à une peau de vipère. Il semblait qu'un souffle eût désintégré la végétation. Sous un soleil voilé mais écrasant, le paysage tourmenté offrait une image de désolation. Les paysages étroits succédaient aux virages de plus en plus serrés, sur la piste où la Land Rover avançait dans un bruit de ferraille, soulevant des rafales de poussière, exhalant des relents d'essence. De temps à autre, on découvrait le village. On apercevait les maisons et les gourbis éparpillés blottis dans les saignées de la pente dénudée. Une seule bâtisse, bien située, éclatait de blancheur dans le paysage. Le chauffeur renseigna son compagnon. Ce bâtiment là-bas, c'est l'école. On dirait qu'elle se tient à l'écart. Pourquoi à l'écart demanda tranquillement Béchir. Dis-moi, est-ce que tu t'aventurerais sur une route pareille avec une déesse électronique? Non, ils te font une voiture tout-terrain, une Land Rover. Pour l'école, c'est pareil. Dans ce village, ils font un instituteur Land Rover. L'humour de la répartie fit naître un sourire sur les lèvres de Béchir. Et si j'étais précisément cet instituteur, songea-t-il? Le chauffeur poursuivit. Jusqu'à ce jour, tous les instituteurs qu'on nous a envoyés dans ce bled étaient des gamins. Tu penses? J'en ai connu un qui n'avait pas 25 ans. Aucun n'a pu rester un mois, si bien que l'école est presque toujours fermée. Béchir gardait le silence. À quoi bon poursuivre une conversation sympathique mais inutile, dont son compagnon bavard, intarissable, faisait tous les frais depuis qu'ils étaient partis du bourg central. Mais le mutisme de Béchir ne troublait pas la faconde du chauffeur, inspiré par le panorama et par les tournants de la route. Les gens se désintéressent de leurs écoles. Ils savent bien que si la situation ne change pas, ils devront tôt ou tard quitter ce coin de terre. Ils s'en iraient, et pourquoi? La question provoqua un grand éclat de rire. Toujours aussi naïfs, ces hommes de la ville, même quand ils commencent à grisonner. Le bras tendu hors de la voiture, le chauffeur balayait d'un geste théâtral les espaces arides. As-tu jamais vu une terre comme celle-là? Elle crie misère de partout, et tu voudrais que les gens s'y incrustent. Ils seraient déjà morts de faim sans les quelques troupeaux qui vivotent de ci, de là. L'instituteur était au courant de la situation, et avant l'indépendance, demanda-t-il avec un sourire. Où notre homme voulait-il en venir? Cherchait-il à insinuer avec nuance de mépris que les gens s'étaient tenus à l'écart de la guerre de libération? Piqué au vif, le chauffeur s'exclama. J'aimerais savoir si les villes ont souffert de la guerre autant que nous, bien sûr. Craignant d'être mal compris par un interlocuteur qu'il ne connaissait que de la veille, il baissa la voix pour ajouter sur un ton amer. Nos villages ignorent encore ce qu'est l'indépendance. Par contre, la guerre, nous y avons été plongés jusqu'au cou. Béchir sourit de nouveau et dans un geste de sympathie posa la main sur l'épaule du chauffeur. Pas de malentendu, j'ai simplement voulu dire que la perspective d'un départ n'aiderait pas les gens à résoudre leurs problèmes. L'autre ne put s'empêcher d'ironiser. As-tu une solution à proposer? Devant le silence de l'instituteur, il poursuivit. Tu devrais savoir que les gens d'ici vivent de la poste. Oui, de la poste. L'instituteur avait compris. La poste apportait les mandats envoyés de France par les travailleurs émigrés. Il aurait pu entamer une discussion politique, mais à quoi bon? De la misère des campagnes, il entendait parler depuis des années. Et la vie au village le replongeait dans ce genre de conversation. On lui en rebattrait les oreilles. Ce n'était pas la peine de commencer dès maintenant. Le chauffeur aperçut près de la route un petit berger qui leur faisait signe de la main. Regarde, dit-il, voilà un des gosses à qui tu vas faire la classe. Pour lui, adieu la vie au grand air. Il sera bientôt enfermé entre quatre murs. Les brebis lui donnent du lait quand il a faim. Mais l'école, que va-t-elle lui apporter? L'école lui fournira des armes pour lutter contre la faim. Mais c'est maintenant qu'il a faim. Avant qu'il ait en main les armes dont tu parles, de quoi vivra-t-il? L'instituteur s'accorda quelques secondes de réflexion avant de déclarer. L'école s'en chargera. L'autre ne put réprimer un rire prolongé. Il retrouvait la naïveté incorrigible des citadins. Tu en as de bonnes. Et avec quoi l'école fera-t-elle vivre les enfants? Les pères de ces enfants ont dû rassembler une à une les pierres de l'école. Si tu savais ce que leur a coûté cette construction, tu n'irais pas plus loin. Nous rentrerions au bourg central, d'où le train te ramènerait à la ville, ce paradis que tu as quitté. Sans blague,
On dirait que tu n'aimes pas voir un citadin transporter ses pénates à la campagne. Aurais-tu une dent contre les gens de la ville? Non, je ne leur veux pas de mal, mais tu ne feras pas long feu dans ce village, j'en suis persuadé. Tu auras vite fait d'avoir des regrets. Comme tes prédécesseurs, tu retourneras aux plages de la capitale. Connais-tu Alger demanda Béchir, pour donner un autre tour à la conversation. Bien sûr, comme tout le monde. Je suis allé à Alger et même beaucoup plus loin. Ils restèrent silencieux. On n'entendait plus que le moteur de la Land Rover, furieuse contre cette piste détestable qui faisait mine de s'améliorer, puis devenait plus étroite et plus accidentée. Les habitants du village apparaissaient plus nettement dominés par la montagne où s'accrochaient quelques arbustes et des touffes de lisse, seule végétation. Le petit berger avait escaladé un gros rocher surplombant un virage en épingle à cheveux. Il attendait avec confiance le passage de la voiture. À son approche, il se mit à agiter les deux mains en guise de salut. L'instituteur demanda au chauffeur de stopper, puis il appela le gosse. Hé là-bas, viens. Le berger s'approcha sans crainte. Son paletot en loques lui tombait jusqu'aux genoux. Ses pieds étaient devenus couleur de terre et sa vieille chéchia, autrefois rouge, avait pris une teinte cendrée. L'instituteur tira de sa poche une poignée de bonbons et la tendit à l'enfant. Comment t'appelles-tu? Saïd. Quel âge as-tu? Je ne sais pas. Que fait ton père? Il est mort. Comment s'appelait-il? Soudain, le petit berger, dont le visage s'était empourpré, amorça un mouvement de recul, lança un regard noir à l'instituteur et lui jeta les bonbons au visage, avant de prendre ses jambes à son cou. Qu'est-ce qui lui prend? Demanda Béchir, stupéfait. Le chauffeur partageait son étonnement. Va savoir, il n'a pas à être interrogé sur son père. Et pourquoi? Ça, je l'ignore. La voiture se remit en route pour franchir les 2 ou 3 derniers kilomètres. Bouleversé, l'instituteur revivait la scène déconcertante, revoyait le regard haineux de l'enfant. Au village, les spectateurs se pressaient pour regarder la Land Rover gravir les derniers lacets de la route. On attendait avec une curiosité impatiente le visiteur inconnu, un immigré que ramenait le mal du pays, un enfant du village au travail à Alger qui venait passer quelques jours parmi les siens, peut-être un envoyé de la municipalité. Je parie tout ce que vous voudrez, s'écria l'un des hommes, que c'est l'Omri Benatia qui revient de France. Non, reprit un autre, ça ne peut venir que de la capitale. Les immigrés rentrent en été plutôt qu'à l'automne. Mais les gens d'Alger viennent volontiers faire un tour par ici en septembre. Quant à la municipalité, elle se soucie de nous comme de sa première chemise. Un vieillard calma l'excitation des pronostiqueurs. Mes enfants, que ce soit qui l'en voudra, notre village saura l'accueillir. Nous n'en sommes plus au temps où l'arrivée d'une voiture annonçait un malheur. Vous vous êtes tous trompés, c'est le nouvel instituteur. Celui qui avait pris la parole s'entendit rétorquer. C'est toi qui te trompes si tu crois que quelqu'un accepte de venir s'enterrer dans ce village. Tu pourrais avoir raison, reprit un autre. Jeudi, au marché, j'ai entendu dire qu'on avait nommé un nouveau maître d'école. Songeant au shir qui enseignait le Coran aux enfants, un des villageois s'esclaffa. Faites pour l'école, deuil pour la mosquée. Pourquoi la mosquée en deuil, dit le vieillard. Il existe une clientèle pour la mosquée, une clientèle pour l'école. Dieu subhanahu prend soin de tous. L'interlocuteur, encore jeune, poursuivit. Ami Salah, l'école c'est un tracteur et la mosquée une antique charrue. Crois-tu que la charrue ait encore sa place sur une terre où évolue le tracteur? Un autre intervint. N'y a-t-il pas des terrains où le tracteur est inutilisable? Notre école ressemble peut-être à un véhicule bloqué sur une piste sablonneuse. Au lieu d'y engloutir autant d'argent, les responsables auraient mieux fait d'aménager la route, mais ils ne prennent pas vraiment nos intérêts à cœur. La conversation allait dégénérer en querelle quand la voiture que les derniers virages avaient masquée au regard arriva. Mais au lieu d'entrer dans le village, la Land Rover prit la direction de l'école. La discussion se trouva calmée. Le nouvel arrivant était bel et bien l'instituteur, personne n'en doutait plus. À l'exception des moins alertes qui demeurèrent devant le café, tout le groupe se dirigeait vers l'école. En tête marchait le notable du village, un nommé Bougrara, qui détenait les clés du bâtiment. 3 salles de classe ouvraient sur la cour de récréation. À droite, on avait installé le sanitaire. En face, se dressaient les locaux d'habitation. Salle à manger rectangulaire qui pouvait faire office de salon.
Chambre à coucher, cuisine, petite pièce avec douche et lavabo. Escorté par le comité d'accueil, l'instituteur fit le tour des bâtiments. Malgré la beauté du site et l'harmonie de la construction, il resta sur une impression plutôt fâcheuse à cause de l'aspect poussiéreux de l'ensemble. Il se tourna vers ses bagages, déposés par le chauffeur devant la porte. 2 cantines, 3 valises de cuir, un lit avec matelas, draps et couvertures, quelques effets divers. Les hôtes, pleins d'égards, s'empressèrent de transporter tout cela dans la maison. La stature, le regard, l'air grave de l'instituteur leur en imposaient d'autant plus qu'ils étaient déroutés dans leurs prévisions. Ils attendaient un jeune homme, à l'image de ses prédécesseurs, et ils découvraient un homme qui n'était plus dans sa première jeunesse. Cependant, la surprise leur offrait de quoi se réjouir. Leur village isolé, tenu à l'écart de la civilisation moderne, accueillait avec plaisir un homme de la vieille trempe sur qui on pourrait s'appuyer au besoin. Un homme d'expérience qui serait un second père pour les enfants, un homme de jugement à la sagesse duquel on aurait recours pour régler le conflit éventuel. Une fois le matériel en place, les hommes l'invitèrent à venir prendre un café. Rien de tel pour dissiper la fatigue, et ce serait l'occasion de lier connaissance. Il aurait préféré faire un brin de toilette et se reposer un peu. Mais son refus n'aurait pas été compris, pour avoir passé sa jeunesse à la campagne et y être revenu comme soldat de l'armée de libération. Il connaissait bien les usages qui y sont de règle. Aussi accepta-t-il sans se faire prier. « Tu viens avec nous » demanda-t-il au chauffeur. « Pourquoi pas ? Au cas où tu n'aurais pas envie de moisir ici, nous pourrions repartir ensemble. Sois tranquille, tu retourneras sans moi. » Le notable du village, attentif à la conversation, s'adressa à l'instituteur. « Pour la conduite des voitures, tu peux faire confiance à Si Turki. La municipalité a bien choisi son chauffeur. Mais en dehors de ça, il s'applique à dénigrer notre secteur pour une raison d'ailleurs très simple. » « Et quelle raison ?» interrompit le chauffeur. « Si on aménageait la piste, tu serais le premier à dire du bien de notre village. Tu le prends en grippe à cause du mauvais état de la route, pas vrai ? Toi et les autres responsables du village, vous devriez bousculer la municipalité pour qu'elle entretienne les routes. Mais vous manquez d'audace, incapable de dire autre chose que oui, monsieur. Tiens, vous me faites penser aux générations d'avant, celles des Bniwiwi. » Simple et modeste, l'homme répondit. « Nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. Pas d'instruction, c'est vrai, mais qu'est-ce qui vous empêche, au lieu de dire toujours oui, de dire une bonne fois non? Vous connaissez le proverbe non, parole mâle, oui, parole femelle. Il faut être fort pour dire non, reprit tranquillement le notable, et nous sommes sans moyens. L'auditoire suivait la discussion avec une attention fiévreuse, mais le chauffeur, trompant leur attente, préféra en rester là. Ça va, dit-il, et si nous allions le prendre, ce café? La réponse fut cordiale. Je vous en prie, soyez le bienvenu. Tandis qu'il cheminait vers le café, distant d'environ 300 mètres, l'instituteur songeait avec admiration à l'esprit pondéré du notable. Les paroles sans phare de cet homme réveillaient chez Béchir des souvenirs, le ramenaient au temps de son enfance, à ses premiers regards sur la vie. Il se rappelait la situation précaire des gens durant la fameuse période des Bniwiwi. Il lui revint à l'esprit un incident qui avait tellement frappé les gens de son village que la victime était entrée dans la légende. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. L'administrateur français avait rassemblé tous les notables au siège de la commune pour leur donner ses instructions, leur demander de dénoncer les éventuels parachutistes allemands. Entre le dénommé Mansour du village de Béchir et l'administrateur s'engagea le dialogue suivant. A. Peut-on s'attendre à voir des Allemands descendre en parachute dans ton douar? Mansour. Oui. A. Dans ce cas, nous fournirais-tu des indications? Mansour. Oui. A. Et si les parachutistes se réfugiaient chez toi, leur donnerais-tu à manger? Mansour. Oui. A. Aimes-tu les Allemands? Mansour. Oui. A. Es-tu contre les Français? Mansour. Oui. A. As-tu peur de moi? Mansour. Oui. A. Oui. Oui. Dis donc, as-tu peur de moi, oui ou non? Mansour. Oui. A. Es-tu fou? Mansour. Oui. A. Tu te moques de moi? Mansour. Oui. A. Tu ne manques pas de toupet? Mansour. Oui. Furieux, l'administrateur fit appel à ses gardes.
Prenez cet imbécile et passez-le à tabac. Ils le rouèrent de coups jusqu'au sang et le laissèrent couvert de bleu. On devrait découvrir par la suite que le pauvre homme ne connaissait de la langue française que le mot oui. Sur la place devant le café, l'instituteur observa les boutiques tristement alignées. La masse imposante de la montagne mue qui les dominait le faisait paraître encore plus misérable. Il remarqua aussi la situation du village sur une bande de terrain allongée, retenue par une barrière rocheuse. La plupart des maisons, lézardées, étaient inhabitées. C'était ce qu'il restait du village ancien. Les nouvelles constructions se trouvaient dispersées sur une vaste étendue. Plus loin, à quelques centaines de mètres, le regard découvrait des bouquets d'arbres plantés irrégulièrement, dessinant un paysage confus entre le pied de la montagne et l'oued. Au moment où ils entraient dans le café, arriva aux oreilles de Béchir la psalmodie du Coran. La voix était dure, le rythme brisé, les mots lancés à plein gosier. On aurait dit le fracas d'un torrent heurtant les rochers de ses rives. Or, il s'agissait précisément de versets remarquables par l'harmonie des sonorités, la musique des cadences finales. Bismillah. Par la matinée, par la nuit déployée, ton Seigneur, subhanahu, ne t'a ni abandonné ni bailli. Oui, l'autre vie te sera meilleure que celle-ci. Oui, ton Seigneur, subhanahu, te comblera et tu seras comblé. Le rappel de ces versets éveillait dans le cœur de Béchir la joie et la force d'espérer. Sans le charme de cette fin de journée, l'instituteur trouvait la prise de contact plus cordiale qu'il ne l'avait espéré. Pour la première fois depuis des années, un corps dispo et un esprit alerte le reliaient aux sources de la vie. Dans ce coin de campagne, à l'abri des pièges de la ville, l'azur dans tout son éclat n'était ni barré, ni terni, ni déchiqueté par un enchevêtrement de constructions laides et disparates. La courbe du ciel prenait appui sur des montagnes imposantes mais accessibles. Parmi les bruits, vieux comme le monde, Béchir reconnaissait avec bonheur le pépillement des oiseaux, le bêlement des troupeaux et les autres cris familiers, si souvent entendus dans son enfance. Émerveillé, il entrevoyait une seconde jeunesse qu'il espérait inaltérable, une tranche de vie où il disposerait de précieux atouts, une riche expérience, une conscience rassérénée et une volonté aguerrie à mettre au service de ce petit peuple contre vent et marée. Ces gens réclamaient l'affection d'un homme mûri par les épreuves en accomplissant sa tâche avec compétence et simplicité. Il se lirait à eux pour le meilleur et pour le pire. Il n'avait plus rien à attendre de la ville qui l'avait conduit aux limites du désespoir. N'avait-il pas été hanté par l'idée du suicide? N'avait-il pas éprouvé jusqu'à la nausée la vanité des divertissements citadins et tant d'autres vertiges? Le chemin enfin retrouvé, il fallait le suivre sans regarder en arrière, même si un jour il en avait assez de ce village, on devait s'en trouver rejeté. Il existait d'autres villages déshérités, qu'il consacre une année de son activité à l'un, puis à l'autre, et au terme de son existence, il aurait semé le bon grain dans un modeste secteur. Combien lui restait-il à vivre? 20, 34, 40 ans? Dans le meilleur des cas, il deviendrait octogénaire. Cela ferait 40 villages dans le vaste monde rural. Dérisoire, mais l'évolution serait amorcée et il faudrait bien que d'autres instituteurs prennent la relève. Le progrès ne risquait-il pas d'empoisonner l'existence des gens, de les dégoûter de la vie? Non, le contact avec la terre qui invite à espérer et à s'entraider les sauverait du désespoir engendré par l'égoïsme. Aux yeux de Béchir, le programme se trouvait tout tracé et l'avenir se dessinait en traits lumineux. Il n'avait pas à se mettre martel en tête ni à se laisser gagner par l'incertitude. Il devait plutôt se méfier de sa tendance au pessimisme et repousser les visions défaitistes. Dans la recherche du bonheur pour les plus pauvres, dans une vie consacrée au service des campagnes délaissées, les idées noires étaient à écarter. Se rappelant le fameux vers de Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il se morigéna. Tu ne vas tout de même pas croire le monde perdu parce que tes pensées s'embrouillent. Allons, si tu cherches une devise, choisis venir en aide à qui t'appelle plutôt que laisser chacun se débrouiller. Pour réussir, il faut envisager les choses sous leur meilleur jour. Il esquissa un sourire malicieux.
Voilà que je deviens philosophe. Nous nous emballons pas. Laisser l'imagination battre la campagne, c'est s'exposer à tomber dans le sottise. Le but est clair, le chemin tout tracé. Restons clairvoyants pour éviter les faux pas et déjouer les embûches. Sinon, les beaux projets vont avorter. Bois ton café, cher. Il va refroidir, murmura le notable. Tiré de sa rêverie, Béchir regarda autour de lui. Une partie du groupe faisait ses ablutions pour la prière du Maghreb. Les autres restaient penchés sur les tables du domino. Il protesta. Je m'appelle Bachir. Laisse tomber ce titre de Chir. Mais tu le mérites. Comment veux-tu que je t'appelle? Si Bachir, tout simplement. D'accord, moi je veux bien, mais les autres? Ils s'habitueront à m'appeler par mon nom. La voix du Mu'addin, Allahu Akbar, Dieu est grand, coupa court à la conversation. Le notable du village se leva et demanda à Béchir de l'attendre. Ce dernier apprécia la délicatesse de l'homme qui ne l'avait pas invité à faire la prière avec lui. En attendant, il observait ses compagnons. Chacun avait choisi un endroit convenable pour prier, mais personne n'avait rejoint la mosquée pourtant toute proche. Lui-même en faisait pas la prière. Dans sa nouvelle existence, ce non-conformisme n'allait-il pas l'exposer à des critiques? Mais il refusait de céder à l'hypocrisie. Il ne priait pas, et après, cela le regardait avant de concerner les gens, et il n'avait pas à jouer la comédie, lui-même savait pourquoi il ne priait pas. Dans l'intention d'acheter des bougies avant la fermeture des boutiques, il quitta la place. Mais je t'ai dit de m'attendre. Ne t'inquiète pas, répondit doucement Béchir au notable qui avait dû interrompre sa prière. Je vais faire un petit achat et je reviens. Notre homme tenait à inviter l'instituteur chez lui pour le repas du soir. Il insista, malgré les excuses présentées par Béchir, qui aurait souhaité rentrer à l'école, ranger ses affaires, jouir d'un moment de repos. Il éprouvait depuis longtemps le désir de faire le point sur les années écoulées, d'analyser en particulier les défaillances qui avaient provoqué un passage à vide et l'avaient mis à deux doigts de sombrer dans le désespoir. Mais il n'était pas question de se dérober à cette invitation sincère et cordiale. Les ténèbres avaient tout envahi. Une fois accomplie la mission qu'on lui avait confiée dans le secteur, il se préparait à rejoindre son unité. Quand reviendras-tu demanda-t-elle. Sous la lumière de la lampe à gaz, il tourna son regard vers le visage assombri, ravagé par l'inquiétude. Tranquillise-toi, je ne manquerai pas une occasion de te rejoindre, ne fût-ce que l'espace d'une nuit. Je suis enceinte, tu le sais. Elle étouffa un sanglot. Il s'efforça de la réconforter. Je te confie à mon père, à ma mère et à mes frères. Quand tu mettras au monde un garçon ou une fillette, quelqu'un se tiendra auprès de toi pour alléger le poids de mon absence. Songeuse, hagarde, elle fixait son regard sur un coin de la pièce. Elle cria son inquiétude. L'accouchement se terminera mal, j'en ai peur. Il l'enlaça aux épaules et lui sourit. Regarde-moi au fond des yeux, comme ça. Ai-je l'air d'un homme qui va perdre sa femme quand elle accouchera? Non, n'aie pas peur. Tu resteras en vie, moi aussi, et nous fêterons sur notre terre ce printemps que nous évoquions une nuit d'hiver. Tu te rappelles cette nuit? Moins d'un mois après notre mariage, je me préparais à gagner la montagne. Tu pleurais à chaudes larmes et tu disais « C'est trop dangereux, je sais que tu ne reviendras pas. Suis-je revenu ou non? As-tu compté combien de fois je t'ai retrouvé au cours de ces 3 années? Cette fois, je suis revenu vers toi. Aujourd'hui encore, je dis au revoir à 2 êtres que je chéris, ensemble, toi et l'enfant que tu portes. Aie confiance, je te reviendrai dans une Algérie libérée. Tu saisis le sens de notre déchirement. Nous aspirons à une autre vie, une vie où l'étranger ne dominera plus le pays, où nous serons délivrés de nos oppresseurs. Chérie, ce n'est pas une guerre ordinaire que nous menons. Nous sommes en train d'effacer une malédiction qui pèse sur nous depuis des générations. Nos villages ne vivront plus en dehors du temps. Nous voulons vaincre la peur de la mort, des fièvres, des épidémies et de tous les malheurs, tu comprends? C'est pour cela que je te quitte. Au moment où tu es enceinte, même si tu dois accoucher dans la nuit, tu verras, nous obtiendrons la victoire. Notre révolution s'est renforcée, elle est sur le point d'aboutir. Tu devrais te réjouir, ma chérie, au lieu de pleurer. Tandis qu'il parlait, elle sanglotait. Ces pleurs donnaient à la mission de Béchir un caractère sacré et une allure romantique. Il se voyait entraîné sur des sommets jamais atteints par l'art et la poésie, héros d'une vaste épopée où se combattaient l'amour et le sacrifice, la vie et la mort, le passé et l'avenir. Les ténèbres qui emplissaient
La pièce, à peine refoulée par la faible lueur de la lampe, rendait l'atmosphère à la fois tragique et sublime. Il prit sa mitraillette et sortit sans dire au revoir à ses parents ni à ses petits frères. Une autre cigarette, un autre verre de thé. Les souvenirs tantôt s'estompaient, tantôt surgissaient de l'ombre. Une vision chassait l'autre, le ramenant sur le chemin où l'existence l'avait conduit. Sur la route gardée par sa section, l'ordre était venu d'attaquer un convoi de l'armée d'occupation. À l'heure prévue, les fusils et les mitrailleuses entrèrent en action, au milieu des cris d'angoisse et de mort. L'homme se faisait petit dans cet enfer où, sous les rafales, il voyait sa force succomber. Sa fureur se désarticulait, sa vie lui échappait. Les cris redoublèrent, le feu devint plus intense, l'accrochage plus acharné. Des deux côtés, on pouvait compter les morts. Tout à coup, au feu que crachaient les camions et les voitures, s'ajouta, inattendu, le feu des avions. La mort fondit du ciel sur les combattants. Béchir ordonna à ses hommes de rompre le contact pour gagner rapidement les caches où ils seraient à l'abri des attaques aériennes. Un de ses compagnons blessé tomba au cours du repli. Au prix d'un lourd effort, il entreprit de le transporter à la suite d'une nouvelle rafale. Une douleur cuisante le cloua au sol, près de son compagnon. Luttant contre la douleur et la mort, il se traîna avec l'autre victime dans un creux du torrent où les herbes et les branchages épineux leur offrirent un camouflage de fortune. Bientôt, les coups de feu s'espacèrent, devinrent sporadiques, puis cessèrent tout à fait. Le paysage s'évanouit à son regard et il plongea dans un univers de calme et de paix où, assis auprès de sa femme bien-aimée, il voyait leur enfant jouer entre leurs bras. Dieu subhanahu seul sait combien de temps dura leur rêve. Quand il finit par en émerger, il était en proie à des souffrances lancinantes. Et il se trouvait dans un campement de l'armée de libération, au fond d'une grotte de la montagne. La cigarette, presque entièrement consumée, lui brûlait les doigts et il la jeta. Il ne put se retenir d'en allumer une autre, tira quelques bouffées, avala la fumée. Les souvenirs l'assiégèrent de nouveau. Tunis. On l'y avait transporté au prix de quelles difficultés, sous la menace de quel danger. Ensuite l'Allemagne de l'Est. Avant d'être enfin rétabli, il avait connu les journées monotones du traitement, puis de la réadaptation à la marche. Le temps lui paraissait interminable. Par comble de malheur, il était sans nouvelles de sa femme et de l'enfant qu'elle attendait. L'espoir de la revoir s'amenuisait de jour en jour. La vision du retour s'estompait dans un lointain inaccessible. La guerre emportait à la dérive ceux qui s'aimaient. Béchir se laissait envahir par dégoût de lui-même et de son entourage. Il était pourtant sensible à la présence compatissante des blondes allemandes. Attentives, enjouées, aguichantes parfois, elles étaient pour lui aux petits soins. Assez intelligente pour ne pas l'importuner, elle s'ingéniait à lui procurer un peu de joie. Assez fine pour ne pas jouer les bonnes âmes, elle manifestait une compréhension délicate à cet ami, ce camarade, ce frère. Sans arrière-pensée, l'école socialiste leur avait appris le sens de l'autre, la véritable fraternité. À leurs yeux, les barrières de couleur n'existaient pas. Seules comptaient les oppositions de classe et les luttes idéologiques. Cependant, malgré la chaleur de leur amitié, leurs efforts pour dissiper l'ennui de leurs malades n'étaient pas toujours couronnés de succès. Il arrivait aux patients de leur opposer une révolte farouche quand l'image de l'épouse fidèle surgissait entre lui et les autres femmes. Il remplit un deuxième verre de thé, tira une cigarette, puis la replaça dans le paquet. Alerté par un signal d'alarme, la brûlure qu'il ressentait à la gorge lui rappela un refrain de poésie populaire. Le tabac amer guérit tous les maux. Pourquoi alors est-ce en vain que tout au long de la nuit, je grille cigarette sur cigarette? Les souvenirs continuaient à défiler. Il revenait maintenant à Tunis après sa guérison, au moment où l'indépendance se profilait à l'horizon et commençait à préoccuper ceux qui longtemps l'avaient relégué aux Catalognes des folles illusions. L'espoir qui animait d'abord les seuls maquisards éveillait peu à peu l'intérêt des planqués, de ceux qui n'avaient fui à Tunis ou ailleurs que pour mettre en sûreté leur personne ou leurs biens. Les rêves enfantaient les projets, les ouvriers de la 11e heure, poussés par la convoitise, se lançaient à l'envi dans les calculs et les prévisions.
Au sein des clans et des alliances, chacun entendait se réserver une part du butin quand finirait la guerre. Beaucoup plus qu'au temps où l'espoir se perdait encore dans les brumes, la révolution avait tout à craindre. Les rivalités s'accentuaient et les militants sincères étaient décontenancés par le foisonnement anarchique des orientations proposées. Quand le feu brûle en la maison, la cupidité des voisins se réveille. Rejoindre les combattants de l'intérieur, Béchir n'y pouvait songer. Son état de santé lui interdisait de reprendre la grande aventure du maquis. La vie clandestine et les marches forcées et l'espoir de retrouver sa femme lui paraissaient de plus en plus chimériques. Il était écœuré par les crimes commis au nom de la Révolution, par la lutte violente pour le pouvoir. Cette lutte dressait les uns contre les autres des combattants qui auraient dû forger l'idéologie des lendemains. Sur qui rejeter la responsabilité de cette situation lamentable? Sur tout le monde. Autant dire sur personne. On supportait le choc en retour inévitable d'une longue série d'erreurs dont certaines étaient très anciennes. Béchir jugea préférable de se tenir à l'écart des intrigues, mais cette attitude neutre était sans aucun doute une prise de position qui l'éloignait de la Révolution. Avec le recul des années, il s'en rendait mieux compte. Tout en réfléchissant, il alluma une cigarette. Dans quelle mesure était-il responsable de la conduite qu'il avait adoptée? Avait-il commis une erreur en s'orientant vers l'université pour reprendre ses études? La véritable erreur avait été de s'éloigner du tourbillon. S'il avait voulu s'engager dans les luttes politiques, s'il avait accepté de partager le sort de ceux qui perdaient pied ou de ceux qui reprenaient le dessus, ce ne sont pas ses études qui l'en auraient empêché, mais par tempérament, il était incapable de courir 2 lièvres à la fois. Sa décision prise, il eut à choisir entre les 3 disciplines qui l'attiraient, droit, histoire, sociologie. Il finit par opter pour la sociologie. Il n'oubliait pas, il n'oublierait jamais l'altercation qu'il avait opposée à l'un des professeurs. Ce dernier, ressassant les théories sociologiques morales et religieuses de Durkheim, les déclarait irréfutables. À quoi Béchir avait rétorqué? Durkheim lui-même affirme que la vérité évolue. Pourquoi alors regarder ces théories comme indiscutables? De plus, les idées progressistes de Durkheim sont en rapport avec ses origines israélites, à un moment où les Juifs représentaient le camp des victimes, avec la création de l'État d'Israël et le passage dans le camp des bourreaux. Que seraient devenues ces positions? Accusant le coup, le professeur rassembla ses notes, les rangea dans ses serviettes et le prit de haut. Bon, Camus, un indécis et un colonialiste, Durkheim, un sioniste, à qui se référer alors? À Hitler ou à Staline? Au point où j'en suis, je cherche simplement à comprendre, reprit Béchir en gardant son calme. Le professeur, lui, se laissait emporter par la colère. Tu ne peux comprendre et personne ne peut te comprendre. Personne d'ailleurs ne vous comprend, vous, les Algériens. Et sur ces mots, il quitta la salle. Alors, devant toute l'assistance, un étudiant éleva la voix. Si j'étais algérien et doué d'une telle intelligence, c'est contre la France et non contre un professeur que je m'en servirais. Sans se départir de sa sérénité, Béchir lui demanda: crois-tu vraiment que je sois intelligent? Le contradicteur devint sarcastique. Hier, dans ton exposé, tu as fait grief à Camus de n'avoir pas défendu l'Algérie. Aujourd'hui, tu te moques du sociologue le plus éminent et tu ridiculises ton professeur. Penses-tu de cette manière opérer des ralliements à votre cause? Si j'étais Camus, je me garderais de prendre la défense de tes semblables. Sois tranquille, tu ne seras jamais Camus, et c'est une chance pour nous. La discussion fit du bruit parmi les étudiants. Partisans et adversaires de Béchir s'excitaient. Une jeune fille au visage rond et délicat s'approcha de Béchir et lui serra la main pour manifester son accord enthousiaste. Je m'appelle Nedjia. Je te remercie de tout cœur. Témoin de la scène, le contradicteur interpella de nouveau Béchir. Tu aurais droit à mon admiration et à celle de tous si tu t'exposais aux rafales sur le champ de bataille. Mais pauvre type, tu en es réduit à attendre ta liberté des efforts des autres. Béchir refusa de répondre, mais son regard en disait long. Pauvre de lui, s'il savait par expérience ce qu'est la guerre, il se disposa à sortir, s'excusant auprès de l'étudiante d'avoir à la quitter. Elle se leva et l'accompagna. Nedjia et Béchir brûlèrent les étapes et leur amitié amoureuse alla fort loin. Un beau jour, elle lui déclara: Ibrahim est mon fiancé. Ce pinailleur qui m'a cherché Noise? Oui. Troublé, Béchir se taisait et la jeune fille poursuivit: Mais je ne l'aime pas.
Que pouvait répondre Béchir à celle qui guettait une réaction de sa part? L'attente qu'il devinait le remplissait d'un bonheur à lui couper le souffle, tout autant que d'une angoisse presque insurmontable. À chacune de leurs rencontres, deux sentiments contradictoires s'emparaient de lui. Il aimait passionnément sa compagnie et en même temps il souhaitait se trouver à 1000 lieues. De tout son être, il aurait voulu lui répéter avec une tendresse infinie "Je t'aime", mais aussi irrésistiblement une résolution farouche lui inspirait un autre cri "Laisse-moi, laisse-moi". En fait, indécis, déchiré entre un sombre désespoir et une étrange béatitude, il se taisait. "C'est la faute de mon père qui a tout décidé", reprit-elle, "mais je ne veux pas l'épouser." Béchir allait-il la soutenir, lui dévoiler ses sentiments, répondre à des avances qu'elle n'osait exprimer en clair? Résolu à garder le silence, il ne prononça pas un mot, baissa la tête sous l'éclat de son regard. Elle observait sur ses traits les signes d'une stoïque détresse, voyait se figer sur ses lèvres un sourire glacial, le sourire des morts. Un voile transparent jetait une ombre sur le visage de Béchir. Un réseau de rides envahissait et contractait son front. L'image était déprimante, mais jamais Negia n'avait été frappée à ce point par l'harmonie des traits qu'une main de fée semblait avoir touché de sa grâce pour leur donner une puissance incantatoire. Elle laissait le charme de l'intimité la pénétrer. Comment avait-elle pu si souvent se laisser heurter par la brusquerie des gestes qui contrastaient avec la sérénité du langage? Elle lui demanda: "Dis-moi, Béchir, es-tu algérois, enfant de la capitale?" "Non, un campagnard, fils d'un village de la montagne." "As-tu toujours vécu dans ce village?" "Non, comment aurais-je pu m'inscrire à l'université?" Elle regretta sa question qui avait amusé Béchir et les éloignait du point où elle voulait l'amener. L'instant de réflexion qu'elle s'accorda déboucha sur une inspiration lumineuse. Elle allait enfin lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. "Es-tu mariée?" Elle était persuadée du contraire, par pas d'alliance au doigt, des allures de célibataire, ou du moins qu'elle jugeait telle. La réponse vint, qui la bouleversa, pulvérisa ses rêves et ruina ses espérances. Sans marquer d'hésitation, sans émotion apparente, il déclara être marié. Froid, impitoyable, les Algériens naturellement violents, en venaient-ils, du fait de la guerre, à mépriser la sensibilité d'autrui, celle de leurs amis comme celle de leurs ennemis? À l'université, il avait écrasé de son dédain l'intervention du jeune Tunisien. Une pareille dureté, chez celui qu'elle chérissait, elle suffoquait de colère et de tristesse. Se moquer d'elle à ce point, la tourner en dérision. Elle était révoltée par son attitude odieuse, la jeter dans la fournaise de l'amour pour l'inviter ensuite à ne pas se brûler. Une fois qu'il avait obtenu d'elle ce qu'il désirait, il déclarait sans façon: "Je suis marié. Quel dommage." Impuissante à maîtriser son esprit et ses nerfs, elle affirma avec un rire qui sonnait faux: "Ma seule chance est de ne t'avoir pas aimé." Penché sur elle, il vit ses joues brusquement vidées de leur sang, virées au bleu-gris. Il avait le cœur serré, mais que dire à un être poussé à bout par la souffrance? Ce fut elle qui, par une raillerie, rompit le silence. "Tu te figurais peut-être que je t'aimais?" La souffrance la défigurait. Le défi qu'elle lançait ressemblait au frémissement de l'oiseau que l'on égorge. Il n'eut pas d'autre réaction qu'un mouvement des épaules, alors que dans sa douleur mêlée de tendresse, il aurait voulu lui crier: "Negia, qui pénétrera jamais de mystère du bonheur humain. Nous sommes tendus vers lui de tout notre être, et il arrive qu'il comble notre attente. Mais bientôt le malheur fond sur nous, emporté par un destin en ligne indéchiffrable. Nous partons à la dérive. Notre visée rencontre le mirage des apparences. Pourquoi ne pas nous laisser brûler au feu de ces apparences? Tu veux scruter ma vie sans mystère? Le jeu n'en voit pas la chandelle. Tu découvrirais un pantin désarticulé qui mendie un peu de ton amitié, une amitié que tu en as mon droit de lui refuser, au risque de l'entraîner au chemin de misère. Tu ne connais rien de moi et tu implores une confidence que je suis impuissant à te faire. Peut-être ton amour apaiserait-il la cruauté qui m'emporte. Que pourrais-je révéler d'une vie qui a rompu avec le passé, s'englue dans le présent et ignore de quoi sera fait demain? La confidence demeurait tout intérieure, et Nagia pleurait toutes les larmes de son corps. Un jour, on ne la vit plus au cours et l'on n'entendit plus parler d'elle, qui n'habitait pas Tunis. Elle venait de Monastir. Béchir se rendit plusieurs fois là-bas, mais la douce amie à la longue chevelure couleur de nuit, au délicat visage rond, aux fiers sourcils demeurés invisibles à l'abri des regards. Dans une maison de la vieille cité arabe, derrière les murs de la nouvelle ville, ou dans quelque retraite qu'il ignorait.
Il songea à remplacer la bougie qui allait s'éteindre, puis jugea préférable de la laisser se consumer. Il était temps de dormir. Il ferma les yeux un moment. Quand il les rouvrit, la chambre était plongée dans l'obscurité. Il se retourna sur le côté droit, puis sur le côté gauche, s'étendit sur le dos sans trouver la position idéale. Finalement, il cala ses reins contre le mur et allongea les jambes. Sur le mur en face de lui, les rayons de la lune, à travers la fenêtre, déversaient une blancheur soyeuse, et la ronde des souvenirs recommença. Les vagues lumineuses qui crevaient l'obscurité lui rappelèrent la maison retrouvée en ruine lors de son retour au village natal un jour de juillet 1962. 4 années après la séparation, il n'avait pu rejoindre le pays dès l'annonce du cessez-le-feu. Il voulait terminer sa dernière année à l'université. D'autre part, les difficultés de cette période interdisaient le retour direct. Il aurait fallu renouer les contacts, emprunter des chemins détournés, ce à quoi il renonça. À son retour, les survivants du village le reçurent avec des larmes de joie et reconnaissance. Il apprit la mort, naturelle ou violente, des siens, de toute sa famille. Ruines et massacres étaient l'œuvre de Harki, inféodé aux troupes d'occupation, venus venger les gens de leur propre village que les Moudjahidines avaient exécutés. Abandonnant les perspectives d'avenir, il s'était mis à chercher dans les décombres les vestiges de son enfance et de son adolescence. Il retrouva la poutre maîtresse du toit de sa chambre, dressée contre le seul mur encore debout. La gorge desséchée, perdu dans sa douleur, il demeurait figé sur place, son regard troublé errait d'un pan de mur à l'autre. Il croyait voir un tremblement de terre démolir la maison de fond en comble. Une horde de barbares s'acharnait contre elle. Il connaissait l'âpre détresse de celui qui a vu disparaître femmes et enfants, père et mère, frères et sœurs. Les uns ont été massacrés, des autres en ont perdu la trace. Répétaient les gens sans pouvoir préciser davantage. Il eut beau interroger tous les survivants de son village et des environs, il n'obtint aucune réponse sûre. Les histoires qu'on lui rapportait se contredisaient les unes les autres. Il rumina inlassablement sa question des jours et des mois durant, jusqu'à perdre l'espoir d'obtenir une certitude. En fin de guerre lasse, il décida de quitter à jamais le village martyr pour s'établir dans la capitale. Il alluma encore une cigarette, en aspira le goudron et la fumée. Quand elle lui brûla les doigts, il la jeta soudain. Il sursauta. Une pierre ou autre chose venait de s'abattre dans la cour. Il tendit l'oreille. Un second projectile, un troisième, un quatrième. Cette fois, il venait s'écraser sur les tuiles de l'école. Prendre l'école pour cible en milieu de la nuit, les pierres continuaient à tomber. Quel lunatique pouvait bien se livrer à cet étrange manège? Pour en avoir le cœur net, il ouvrit brusquement la porte et fit quelques pas dans la cour, mais sans rien discerner. Il demeura un moment caché dans l'ombre du mur, les jets s'espacèrent et le calme revint. Plus un mouvement, plus un bruit. Au bout d'un quart d'heure environ, il entra. Il retrouva son lit et s'allongea sur le dos. Le lanceur de pierres avait interrompu le déroulement des souvenirs. Ce qui préoccupait maintenant Béchir, c'était ce maniaque de la lapidation. Le village et ses habitants, les lendemains, qui l'y attendaient, il finit cependant par s'endormir.